Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis géomètre expert junior, temporairement bloqué dans le Perche. Et c'est en achetant un panier repas que j'ai découvert que les vraies limites ne sont pas celles qu'on trace sur une carte. Mais laissez-moi commencer par le début. Mon arrivée ici, il y a 3 semaines, a été silencieuse. Je me suis installé dans une chambre d'hôte à la sortie de Mortagne au Perche, où tout sentait le bois ciré et la lavande séchée. Je posais chaque soir mon équipement sur le parquet qui grinçait, le métal froid de mes outils contrastant avec la chaleur de la pièce. Ma routine était simple, presque mécanique. Le réveil avant l'aube, le bruit du fourgon du boulanger qui passait dans la rue. Puis les champs, le trépied de mon théodolite s'enfonçant dans la terre humide. Je passais mes journées à tracer des lignes sur des cartes, des lignes qui semblaient violer la douceur des collines. Je déjeunais seul, assis sur un tabouret pliant, en regardant les vaches mâcher lentement, indifférentes à ma présence. Je n'étais qu'une ombre de passage dans leur paysage. Cette solitude ne me pesait pas vraiment. C'était une vieille connaissance. Je repensais souvent à mes parents, à leur petite entreprise d'artisans dévorée par un grand groupe. Je passais la main sur la sangle usée de mon sac, un geste machinal, en revoyant l'expression sur le visage de mon père ce jour-là. C'est pour ça que j'avais pris ce poste dans une grande boîte. Pour la sécurité, pour ne jamais connaître cette chute. Mais je sentais le poids de cette décision chaque fois que je plantais un piquet dans la terre d'un autre. Un vendredi soir, la propriétaire de la chambre d'hôte a insisté pour que j'aille à la kermesse annuelle du village. « Ça vous changera les idées », a-t-elle dit en me tendant une chemise propre. J'ai marché vers la place, les mains dans les poches, donnant des coups de pied dans une pierre descellée du pavé. La musique d'un orchestre local flottait dans l'air frais, se mêlant à l'odeur de la paille et des gaufres chaudes. Je n'avais envie de parler à personne, juste de regarder. Sous le grand chapiteau, l'ambiance était bruyante, presque assourdissante. Ça sentait la saucisse grillée et la bière renversée. Je me suis tenu à l'écart, près d'un poteau, observant les hommes enchérir sur des paniers garnis, préparés par les femmes de la région. C'était une tradition, apparemment. J'ai reconnu quelques agriculteurs croisés dans les champs. Ils m'ont adressé un signe de tête distant. J'étais le type de la ville, celui qui venait mesurer leurs terres pour un projet dont personne ne voulait. Soudain, un groupe de jeunes ouvriers agricoles, déjà bien éméchés, m'a entouré. Ils m'ont donné de grandes claques dans le dos, blaguant lourdement sur le citadin qui avait besoin d'une bonne fille du coin pour lui apprendre la vie. L'un d'eux a attrapé mon bras et l'a levé en l'air juste au moment où le commissaire-priseur criait « Dernière chance !» pour un simple panier en osier. Le marteau est tombé. Un silence s'est fait. Je venais d'acheter le panier le plus cher de la soirée. Le commissaire-priseur a annoncé le nom. Le panier de Mademoiselle Élise, du domaine des Hautes-Terres. Un murmure a parcouru la foule. Les types qui m'avaient poussé s'étaient volatilisés dans la pénombre. Je suis resté là, le bras encore à moitié levé, sentant tous les regards braqués sur moi. J'ai lentement baissé la main, le cœur battant contre mes côtes. J'ai avalé ma salive, la gorge sèche. Je n'avais même pas vu à quoi ressemblait le panier. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Elle est montée sur la petite estrade, plus grande que ce que j'imaginais, vêtue d'un simple jean et d'une chemise unie. Aucune fioriture. Ses cheveux sombres étaient attachés en une queue de cheval stricte, dégageant la ligne pure de sa mâchoire. Elle n'a pas souri aux applaudissements polis. Son regard a balayé la foule et s'est posé directement sur moi. Elle me fixait, sans ciller. Ce sont ses yeux qui m'ont frappé, d'un bleu acier, direct, habitué à juger un cheval ou un homme en un instant. Il n'exprimait ni colère, ni amusement. Juste une évaluation, calme et intense. Puis j'ai remarqué ses mains, posées sur la rambarde en bois de l'estrade. Elles n'étaient pas délicates. C'étaient des mains fortes, avec de la terre incrustée sous les ongles et des callosités bien visibles. Des mains qui tenaient des rênes, pas un sac à main. Elle est descendue des marches et s'est dirigée vers moi. La foule s'est écartée sur son passage comme l'eau devant une coque de bateau. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi. Je pouvais sentir la légère odeur de cuir et de foin qui émanait de ses vêtements. Elle n'a pas tendu la main. Elle a juste incliné la tête sur le côté, un mouvement qui a fait apparaître une petite cicatrice, presque invisible sur son menton, sous la lumière crue des projecteurs. « Vous avez acheté un dîner », a-t-elle dit. Sa voix était basse et égale.
C'était une constatation, pas une invitation. J'ai enfin retrouvé ma propre voix, m'éclaircissant la gorge. « Léo », ai-je réussi à articuler. « Je m'appelle Léo. » Elle a hoché la tête une seule fois. « Élise. Le dîner est demain soir, 19h. Au domaine. Ne soyez pas en retard. » Elle a tourné les talons et s'est éloignée sans un mot de plus, me laissant planter là, avec le silence et un panier en osier que je n'avais jamais voulu. Le lendemain soir, je me suis garé au bout de l'allée de gravier qui menait au domaine des Hautes Terres. La maison était plus grande que ce que j'avais imaginé. Une bâtisse en pierre massive dont les fenêtres me regardaient comme des yeux sombres. J'ai coupé le moteur, et le silence qui a suivi n'a été rompu que par le cri lointain d'un oiseau de nuit. J'ai lissé ma chemise, une fois de trop, avant de sortir de la voiture, mes chaussures de ville crissant sur le sol. Élise m'a ouvert la porte sans un mot et m'a conduit dans une immense salle à manger. Une table en chêne sombre, assez longue pour accueillir 20 personnes, n'était dressée que pour 2, à des extrémités opposées. Je me suis assis, le bois de la chaise était froid dans mon dos. J'ai déplié ma serviette et l'ai posée sur mes genoux. Le cliquetis de mes couverts contre l'assiette en porcelaine semblait résonner dans toute la pièce. Elle me regardait, ses mains fortes posées de chaque côté de son assiette. Elle a attendu que je prenne une première bouchée du rôti. Puis, elle a posé sa fourchette. Sa voix était calme, sans inflexion. « Vous avez acheté un dîner. » Ce n'était pas une question. C'était une frontière, tracée aussi nettement que celle que je dessinais sur mes cartes. J'ai posé mon verre d'eau un peu trop brusquement, le liquide a clapoté sur le bord. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un rythme lourd et maladroit qui ne correspondait pas au silence de la pièce. Un rire bref et sans joie m'a échappé. J'ai passé une main dans mes cheveux. Pour être honnête, c'est le dîner le plus cher et le plus gênant de ma vie. On m'a poussé. Je n'y connais rien aux enchères, ni aux fermes d'ailleurs. Pour la première fois, quelque chose a changé dans son regard. Les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés. Ce n'était pas un grand sourire, mais c'était suffisant. La tension dans mes épaules s'est un peu relâchée. Les jours suivants, je l'ai aperçu de loin. Je travaillais sur une parcelle qui bordait sa propriété. Je la voyais dans la carrière, une silhouette élancée sur un grand cheval percheron, leurs mouvements ne faisant qu'un. Je plantais mes piquets dans le sol, le bruit métallique de mon marteau se perdant dans le vent. Je ne m'approchais pas. Je me contentais d'ajuster la lentille de mon théodolite, utilisant l'outil comme une excuse pour la regarder travailler, pour observer la patience dans ses gestes. Un après-midi, en longeant une clôture, je l'ai vu se battre avec le loquet d'une barrière en bois. Il était rouillé, coincé. Sans réfléchir, je me suis approché. Elle a levé les yeux, surprise. Je n'ai rien dit. J'ai juste sorti mon couteau suisse de ma poche et j'ai commencé à gratter la rouille et à forcer le mécanisme. Nos mains se sont frôlées quand elle a essayé de m'aider à tirer. Sa peau était rêche, chaude. Le loquet a cédé avec un grincement sec. Elle a hoché la tête, un merci silencieux. J'ai essuyé l'huile et la rouille de mes doigts sur mon jean. J'ai remarqué à nouveau ses mains. Elles n'étaient pas faites pour la porcelaine fine de la salle à manger, mais pour tenir des rênes, pour réparer des clôtures, pour sentir la terre. Elle a suivi mon regard, puis a rapidement glissé ses mains dans les poches arrière de son pantalon. Elle a détourné les yeux vers les collines, comme si elle cherchait quelque chose à l'horizon. J'ai pris l'habitude de déjeuner assis sur mon tabouret pliant, près de cette même clôture. Je ne cherchais pas à lui parler, c'était juste. Plus calme ici. Parfois, elle passait à cheval, me saluant d'un bref signe de tête. Je lui répondais de la même manière en levant ma bouteille d'eau. Je mangeais mon sandwich lentement, en écoutant le bruit du vent dans les hautes herbes et le martèlement lointain des sabots des chevaux à l'entraînement. C'était devenu un rituel silencieux. Puis il y a eu l'orage. Le ciel s'est assombri en quelques minutes, passant d'un bleu pâle à un gris menaçant. J'étais en train de ranger mon matériel quand les premières gouttes sont tombées. J'ai vu Élise courir à travers un paddock pour fermer la grande porte d'une grange qui claquait au vent. J'ai laissé tomber mon sac et j'ai couru pour l'aider. Ensemble, nous avons poussé le lourd battant en bois juste au moment où le ciel se déchirait. Nous étions à l'abri, le souffle court, tandis que la pluie martelait le toit en tôle. L'air était chargé d'une odeur de foin, de terre mouillée et d'ozone. Les chevaux dans les boxes s'agitaient nerveusement.
Nous sommes restés là, côte à côte, à regarder les éclairs zébrer le ciel à travers la fente de la porte. Je sentais la fraîcheur de la pluie sur mes vêtements et la chaleur de son épaule, tout près de la mienne, sans qu'elle ne la touche. Mon regard est tombé sur un objet à moitié enfoui dans la boue près du seuil. Je me suis penché et je l'ai ramassé. C'était un vieux fer à cheval, couvert de terre et de rouille. J'ai commencé à le nettoyer machinalement avec mon pouce, la texture granuleuse du métal froid sous ma peau. Le silence dans la grange n'était rompu que par le bruit de la pluie et la respiration calme d'un cheval dans le box le plus proche. Je lui ai tendu le fer. Elle l'a regardé sans le prendre. « Ça porte bonheur, paraît-il », a-t-elle dit, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il y avait une pointe d'ironie dans son ton, comme si elle ne croyait pas à ces choses-là. J'ai haussé les épaules et j'ai glissé le fer dans la poche de ma veste. Son poids était surprenant, un petit morceau de métal dense et froid qui tirait sur le tissu de mon vêtement. L'orage a commencé à se calmer. La pluie s'est transformée en un léger crachin. « Mon père n'aime pas les changements », a-t-elle dit soudainement, en regardant la pluie tomber. Elle traçait des cercles invisibles sur un vieux tonneau poussiéreux avec son doigt. « Il pense que vos lignes sur les cartes vont tout effacer. Il a peur de perdre ce qu'il connaît. » C'était la première fois qu'elle me parlait de quelque chose de personnel, même indirectement. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai dit la vérité. Mes parents aussi ont tout perdu. Une entreprise différente, une ville différente, mais la même histoire. J'ai donné un coup de pied dans une botte de paille en voyant quelques brins voler. Je n'avais pas l'intention de lui dire ça. Les mots étaient sortis tout seuls, poussés par l'atmosphère confinée de la grange et le bruit apaisant de la pluie qui s'arrêtait enfin. Un rayon de soleil a percé les nuages, projetant une longue bande de lumière dorée à travers la porte ouverte. La poussière dansait dans le faisceau lumineux. Nous sommes sortis. L'air était frais et sentait l'herbe lavée. Elle a poussé une mèche de cheveux humides de son visage, ses doigts s'attardant une seconde sur sa tempe. Nous sommes restés un instant immobiles, regardant le paysage transformé par la pluie, les flaques d'eau reflétant le ciel qui s'éclaircissait. Cela faisait maintenant 1 mois que j'étais arrivé. 1 mois que je mesurais des champs et que je dînais seul dans ma chambre. Le fer à cheval était posé sur ma table de chevet, à côté de mon réveil. L'avoir était devenue une routine, une attente silencieuse au milieu de mes journées solitaires. Alors qu'elle se tournait pour retourner vers les écuries, son regard a croisé le mien. Il a duré 1 seconde de plus que d'habitude. Juste 1 seconde. Puis elle est partie, me laissant là, les pieds ancrés dans la boue. Cette seconde où nos regards s'étaient croisés près de la grange est devenue 1 minute, puis 1 heure, puis des semaines. L'été s'est effacé, laissant place à la lumière dorée de septembre. J'ai commencé à trouver des excuses pour finir mes relevés topographiques plus près du domaine. Je resserrais les vis de mon trépied plus lentement, juste pour la voir passer au loin, menant un poulain par le licol, sa silhouette se découpant sur les collines du Perche qui commençaient à roussir. Notre routine s'est installée sans qu'un seul mot ne soit prononcé pour la nommer. Vers 4 heures, quand la lumière devenait trop basse pour mes instruments, je rangeais mon matériel dans le fourgon et je marchais le long de la clôture jusqu'à l'écurie principale. Je l'aidais à rentrer le foin ou à nettoyer les harnais. Je passais le chiffon huilé sur le cuir, l'odeur âcre se mêlant à celle de la paille, mes gestes devenant sûrs, appris par la simple observation des siens. Elle ne me remerciait jamais vraiment. Elle me tendait juste un outil ou me faisait un signe de tête vers une tâche à accomplir. Je crois que c'est ce que j'appréciais le plus. Je n'étais pas un invité ni une aide. J'étais juste là, une présence qui occupait ses mains. En la regardant brosser la robe d'un percheron, le rythme régulier de ses bras, j'ai réalisé que c'était la première fois depuis des années que je ne pensais plus aux lignes sur mes cartes, mais à la terre sous mes pieds. Un soir, alors que je changeais une ampoule grillée dans l'allée de l'écurie, elle s'est adossée au montant de la porte, les bras croisés. Elle a attendu que je redescende de l'escabeau. « Mon père pense que vous perdez votre temps », a-t-elle dit, en tapotant sa botte avec une petite cravache qu'elle tenait toujours. Je n'ai rien répondu, me contentant d'essuyer la poussière de mes mains sur mon jean. Le silence s'est installé, seulement troublé par le hennissement doux d'un cheval dans son box. Elle a continué, le regard perdu vers les paddocks qui s'assombrissaient. Il pense que les gens de la ville ne comprennent rien à la patience, que tout ce qu'on veut, c'est prendre, tracer des lignes et partir. Elle a haussé les épaules, un mouvement presque imperceptible.
J'ai ramassé l'ampoule usagée, son verre froid dans la paume de ma main. C'était la première fois qu'elle me parlait de lui, de ce mur invisible qui se tenait entre nous, aussi solide que la pierre de cette ferme. Son père est justement apparu au bout de l'allée, une silhouette massive se découpant dans le crépuscule. Il ne m'a pas regardé. Ses yeux se sont posés directement sur Élise. « Il se fait tard », a-t-il dit, sa voix grave résonnant sous la charpente. Il n'y avait pas de colère dans son ton, juste un poids, une finalité. Élise s'est redressée, le mouvement de la cravache contre sa botte s'est arrêté net. L'air entre nous a changé, est devenu plus lourd. Elle a hoché la tête, sans un mot pour moi, et a suivi son père vers la maison principale. Je suis resté seul dans l'écurie qui s'assombrissait, l'odeur de foin et de cuir soudainement moins réconfortante. J'ai revissé l'ampoule neuve un peu plus fort que nécessaire. Le bruit du gravier crissant sous leurs pas s'est éloigné, me laissant avec le silence des chevaux qui mâchaient lentement leur ration du soir. J'étais redevenu ce que j'étais au début, un étranger. Les jours suivants, il s'est arrangé pour qu'elle soit occupée ailleurs quand j'arrivais. Il me trouvait toujours une tâche à l'autre bout du domaine, réparer une clôture près du bois, dégager un fossé le long de la route. Je travaillais seul, le bruit de mes outils pour seule compagnie. Je voyais parfois sa silhouette à cheval sur la crête d'une colline, trop loin pour un salut. Je serrais le manche de ma pelle, la terre s'accumulant sous mes ongles. Un après-midi, alors que je déjeunais dans mon fourgon pour fuir une averse, elle a frappé à ma vitre. Elle était trempée, des gouttes d'eau perlant sur ses cheveux sombres. Sans un mot, elle est montée et s'est assise sur le siège passager. La pluie tambourinait sur le toit en tôle. Elle a vu le vieux fer à cheval posé sur le tableau de bord. Son doigt a effleuré la surface rouillée. Vous l'avez gardé. Sa voix était basse, presque couverte par le bruit de l'averse. J'ai avalé une bouchée de mon sandwich. Il est lourd, j'aime bien. Ça me rappelle que les choses sont solides ici. Je n'ai pas osé la regarder. Mon regard était fixé sur les essuie-glaces qui balayaient l'eau sur le pare-brise, leur mouvement hypnotique. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Elle a juste continué à tracer le contour du fer avec son doigt, un geste lent et pensif qui semblait la calmer. « Il appartenait à Orage », a-t-elle finalement murmuré. « Le premier poulain que j'ai fait naître seul. Mon père voulait le vendre. Je l'ai caché pendant 1 semaine dans les bois près du ruisseau. » Elle a eu un petit rire, un son fragile qui s'est perdu dans le bruit de la pluie. Je pouvais sentir la chaleur de son épaule à travers nos vêtements humides. Je n'ai pas bougé d'1 millimètre, de peur de briser ce moment. L'averse s'est calmée aussi soudainement qu'elle avait commencé. Elle a ouvert la portière. « Merci pour l'abri », a-t-elle dit avant de sortir et de courir vers la grange, disparaissant dans l'ombre. Je suis resté là, la buée de nos respirations encore sur les vitres, l'empreinte de son doigt visible sur la poussière du fer à cheval. J'ai touché la marque qu'elle avait laissée. Le métal était encore un peu tiède. Le lendemain, je l'ai trouvée qui m'attendait près de la clôture que je réparais. Elle tenait 2 tasses fumantes. Elle m'en a tendu une sans un mot. Le café était noir, amer, et il réchauffait mes mains froides. Nous avons bu en silence, adossés aux poteaux de bois, regardant les chevaux paître dans le pré. Le soleil d'automne était bas sur l'horizon, projetant nos ombres longues et déformées sur l'herbe humide. En me penchant pour ramasser mon marteau, ma main a effleuré la sienne. Ce n'était rien, un contact fugace. Mais aucun de nous n'a reculé. Nous sommes restés immobiles 1 seconde, le temps que le vent fasse bruisser les feuilles des chênes au loin. J'ai senti la rugosité des callosités sur sa peau. Puis j'ai retiré ma main, lentement, et j'ai repris mon travail. Le bruit de mes coups de marteau sur le bois sonnant différemment. Nous avons fini la clôture, alors que le soleil disparaissait. Le ciel était teinté de rose et d'orange. Je rangeais mes outils, chaque geste précis, conscient de sa présence à côté de moi. Elle n'était pas partie. Elle attendait, regardant les couleurs changer. J'ai fermé ma boîte à outils, le cliquetis métallique du loquet assemblé anormalement fort dans le calme du soir. Je me suis redressé et je l'ai regardée. Nous avons marché vers la ferme sans parler. C'était un silence différent, un silence plein. Le gravier crissait sous nos bottes. Les premières étoiles commençaient à poindre dans le ciel indigo. Arrivée sur la terrasse de la maison principale, elle s'est arrêtée et s'est assise sur la vieille balancelle en bois qui a gémi doucement.
Je suis resté debout, les mains dans les poches, regardant les lumières de la vallée s'allumer une à une. Mon père m'a offert ce domaine le jour de mes 18 ans, a-t-elle dit dans la pénombre, sa voix à peine un souffle. C'était son rêve, pas le mien. Il m'aime tellement qu'il a bâti des murs autour de moi pour me protéger du monde. Elle a arrêté le balancement de la chaise avec le bout de sa botte. Elle regardait droit devant elle, vers les terres sombres qui s'étendaient à perte de vue. Puis elle a prononcé les mots si bas que j'ai presque cru les avoir imaginés. Parfois, cet amour ressemble à une cage dorée. Elle a passé une main sur son visage, un geste las, comme pour effacer une fatigue invisible. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. J'ai juste sorti le fer à cheval de la poche de ma veste et je l'ai posé sur la balustrade en bois à côté d'elle. Le métal a produit un son mat et sourd. Elle a baissé les yeux vers le fer, puis les a relevés vers moi. Dans l'obscurité, je ne pouvais pas distinguer l'expression de son visage, mais j'ai senti son regard sur moi. Je lui ai fait un simple signe de tête, puis j'ai tourné les talons et je suis reparti vers mon fourgon, la laissant seule avec le silence, les étoiles et ce petit morceau de fer rouillé. Je sentais son regard dans mon dos à chaque pas. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre d'hôte, j'ai vu l'enveloppe posée sur mon oreiller. Le logo de ma société était imprimé dans le coin. Je l'ai ouverte. Ma mission se terminait. Je devais plier bagages et être de retour au bureau de Paris lundi prochain. J'ai regardé la date sur le papier, puis le calendrier sur le mur. Il me restait 3 jours. 3 jours. J'ai écrasé la lettre dans mon poing, le papier se froissant bruyamment dans le silence de la pièce. Le papier s'est froissé dans ma main, un bruit sec dans le silence de la chambre. Je l'ai posé sur la table de chevet et j'ai essayé de l'aplatir avec la paume de ma main, mais les plis sont restés comme des cicatrices. Dehors, la campagne était une masse sombre sous un ciel sans étoiles. Paris. Lundi. Les mots étaient froids, nets, comme les lignes que je traçais sur mes cartes. J'ai attrapé le rebord de la fenêtre, le bois frais sous mes doigts, et j'ai fixé l'obscurité en direction du domaine. Le lendemain, le bruit de mon marteau plantant les piquets dans la terre me semblait creux, inutile. Chaque coup résonnait dans le brouillard matinal. J'ai ajusté la lentille de mon théodolite, mais au lieu de viser mes repères, mon regard a balayé la crête de la colline. Je l'ai aperçu, une silhouette lointaine sur un cheval, se déplaçant avec une grâce lente. J'ai laissé ma main retomber le long de mon corps, l'instrument oublié. Le vent a apporté l'odeur lointaine du foin et des écuries. En fin d'après-midi, j'ai marché vers les écuries, la lettre pliée en 4 dans la poche de mon jean. Elle était là, dans la pénombre de l'allée centrale, brossant la robe d'un percheron. Le mouvement de son bras était régulier, apaisant. Je me suis arrêté sur le seuil, le soleil bas dans mon dos projetant mon ombre longue sur le sol en paille. Le cheval a tourné la tête vers moi, ses grandes narines frémissant. Élise a suivi son regard, et nos yeux se sont croisés. Je me suis approché sans un mot. J'ai sorti la lettre de ma poche, et je la lui ai tendue. Ma main était stable, mais je sentais le sang battre dans mes doigts. Elle a hésité une seconde, puis a pris le papier. Ses doigts calleux ont effleuré les miens, un contact si bref qu'il aurait pu être imaginaire. Elle a déplié la feuille, le bruit du papier semblant assourdissant dans le silence de l'écurie, seulement troublé par la respiration lente du cheval à ses côtés. Son visage n'a rien trahi pendant qu'elle lisait. Mais j'ai vu sa mâchoire se contracter légèrement. La main qui tenait la brosse s'est immobilisée à mi-chemin sur le flanc du cheval. Elle a replié la lettre avec une précision presque mécanique, marquant bien les plis, et me l'a rendue. Puis, elle s'est retournée vers l'animal, évitant mon regard. Elle a repris son brossage, mais ses gestes étaient plus courts, plus vifs, comme si elle voulait effacer quelque chose. « Tu pars quand ?» Sa voix était basse, presque un murmure, dirigé vers le cheval et non vers moi. J'ai dû m'éclaircir la gorge pour répondre. « Dimanche. Le premier train, celui de 7 heures. » Les mots sont restés en suspens entre nous. J'ai enfoncé mes mains dans mes poches, le poing serré autour de la lettre maintenant chaude. Je voulais ajouter quelque chose, n'importe quoi, mais ma gorge était nouée. Le silence s'est étiré, rempli de tout ce qu'on ne se disait pas. Les 2 jours suivants ont été étranges, comme si nous étions devenus des fantômes l'un pour l'autre. Nous nous sommes croisés près des paddocks,
mais nos saluts n'étaient plus que des hochements de tête distants. Nous avons réparé ensemble un abreuvoir qui fuyait, mais quand je lui ai passé une clé à molette, nos doigts se sont soigneusement évités. Le calme confortable qui s'était installé entre nous avait été remplacé par une tension palpable, un espace vide que nous n'osions pas franchir. La veille de mon départ, j'ai fait ma valise dans la chambre qui sentait la lavande. Plié mes chemises, rangé mes outils, chaque geste était lourd. J'ai pris le fer à cheval rouillé sur ma table de nuit. Il était froid et lourd dans ma paume. Je l'ai fait tourner entre mes doigts, sentant la texture rugueuse du métal. C'était la seule chose solide, la seule chose réelle que j'avais trouvée ici. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste, son poids contre ma hanche. Le matin du départ était gris, une bruine fine tombait sur les collines. J'ai conduit une dernière fois jusqu'au domaine. Je ne suis pas allé à la maison. J'ai marché jusqu'au ruisseau caché, là où les saules pleureurs touchèrent l'eau. Le bruit de mes pas était étouffé par les feuilles mortes et humides. Je me suis arrêté au bord de l'eau, regardant le courant rapide emporter de petites brindilles. C'était son endroit secret, c'était devenu le nôtre. J'ai sorti le fer à cheval de ma poche. La rouille orange se détachait sur la pierre grise et moussue au bord de l'eau. Je l'ai posée délicatement sur la roche, là où elle ne pourrait pas le manquer si elle revenait. J'ai laissé mes doigts s'attarder une dernière seconde sur le métal froid. Puis, j'ai tourné les talons et je suis reparti sans me retourner. Le bruit de mes bottes sur le chemin de terre s'éloignant vers la gare. Le quai de la gare était désert, baigné dans la lumière grise et humide du petit matin. Je marchais le long de la voie, le bruit de mes bottes sur le béton résonnant dans le silence. Ma main a glissé machinalement dans la poche de ma veste, là où le poids du fer à cheval m'avait accompagné, et n'a trouvé que du vide. Le métal froid du garde-corps sous mes doigts était la seule chose réelle. Je fixais les rails qui s'étiraient et se perdirent dans le brouillard, deux lignes parallèles qui ne se rejoindraient jamais. Un sifflement lointain a percé le silence, annonçant l'arrivée du train. J'ai sorti mon billet de ma poche, le carton fin et fragile entre mes doigts. Le monstre de métal est entré en gare dans un crissement de frein, s'immobilisant avec un long soupir de vapeur. Les portes se sont ouvertes, invitant à un départ que je n'étais plus certain de vouloir. J'ai fait un pas en avant, puis je me suis arrêté, le pied en suspens au-dessus de la ligne jaune peinte sur le sol. C'est là que je l'ai vu. À l'autre bout du quai, une silhouette immobile. Ce n'était pas une apparition dramatique, juste Élise, dans son jean de travail et ses bottes couvertes de boue séchée, le souffle court. Quelques mèches sombres et humides de ses cheveux étaient collées à ses tempes. Elle ne tenait rien, ses mains vides le long de son corps. Mon propre souffle s'est bloqué dans ma poitrine, l'air frais du matin me brûlant les poumons. J'ai marché lentement vers elle, le bruit de mes pas sur le béton semblant soudainement trop fort. Je me suis arrêté à 1 mètre d'elle, l'espace entre nous vibrant de tout ce qui n'avait pas été dit. Élise. C'est tout ce que j'ai pu prononcer. Elle a juste hoché la tête, ses yeux d'un bleu acier fixés sur les miens, cherchant quelque chose que je ne savais pas comment lui donner. Le conducteur a sifflé une première fois, un avertissement. Elle tenait un autre panier en osier. Pas celui de la kermesse, mais un plus petit, plus simple, celui qu'on emporte pour un déjeuner dans les champs. Un torchon à carreaux rouges recouvrait quelque chose à l'intérieur, laissant échapper une légère odeur de pain frais. Elle me l'a tendu, ses doigts effleurant les miens. Je l'ai pris. Le poids était familier, solide, un point d'ancrage dans ce moment suspendu. « Pour la route », a-t-elle dit, sa voix un peu rauque. J'ai regardé le panier puis son visage. J'ai secoué la tête, doucement. Je ne crois pas. Mes mots sont sortis plus fermes que je ne le pensais. J'ai fait un pas de côté pour qu'elle puisse voir les collines qui se dessinaient à travers la brume, au-delà de la gare. Les terres qu'elle aimait tant, celles que j'avais appris à regarder. Toutes ces semaines, j'ai passé mon temps à tracer des lignes sur des cartes. Des lignes qui séparent les parcelles, qui définissent des limites. J'ai reposé mon regard sur elle. Mais ici, ce ne sont pas les lignes qui comptent. C'est la terre qu'elle traverse. C'est ce que vous m'avez appris, sans jamais le dire. Ma main s'est resserrée sur l'anse en osier du panier. Un coin de sa lèvre s'est très légèrement relevé, une ombre de sourire. La première fois que nous nous sommes vus, je me suis dit « Vous avez acheté un dîner. Rien de plus, une simple transaction. »
Elle a marqué une pause, son regard cherchant le mien avec une intensité qui me coupait le souffle. La buée de nos respirations se mêlait dans l'air froid entre nous. « J'avais tort », a-t-elle ajouté, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le sifflet du train a retenti une dernière fois, un son strident et impatient. Les portes ont commencé à se fermer avec un claquement sec. J'ai sursauté, mon regard allant du wagon qui commençait à s'ébranler à son visage. C'était maintenant ou jamais. Le choix se tenait là, sur ce quai humide, sous un ciel gris du Perche. Elle n'a pas bougé, n'a rien fait pour me retenir. Son regard était intense, direct, me laissant l'entière liberté. « Quand vous voudrez réclamer ce dîner », a-t-elle dit, chaque mot posé, sans aucune précipitation, alors que le bruit du train s'intensifiait. « Je vous attendrai. » Ce n'était pas une question, ni une prière, c'était une promesse aussi solide que la terre sous nos pieds. Le train prenait de la vitesse, ses fenêtres éclairées défilant devant nous comme les images d'une vie que je laissais partir. Je n'ai pas bougé d'un centimètre. J'ai regardé les feux rouges arrière du dernier wagon disparaître dans le brouillard, emportant avec eux les lignes droites et les certitudes de mon ancienne vie. Puis, j'ai lentement posé le panier sur le banc en bois à côté de nous. Elle a expiré lentement, un souffle à peine audible qui a formé un petit nuage de buée dans l'air froid. Elle a baissé les yeux vers le panier posé entre nous, puis les a relevés vers moi. Un muscle a tressailli le long de sa mâchoire. Elle a tendu la main et a ajusté le torchon sur le panier, un geste simple, presque dérisoire, mais qui semblait sceller notre accord silencieux. Sans un mot de plus, elle a tourné les talons et a commencé à marcher vers la sortie de la petite gare. Le quai était de nouveau désert. J'ai attrapé le panier, son poids désormais léger, et je l'ai suivi. Le bruit de nos pas sur le gravier du parking était le seul son, un rythme régulier qui nous ramenait vers les hautes terres, vers un avenir que nous allions devoir construire, un jour à la fois. Nous avons longé la route de campagne, côte à côte. Le soleil commençait à percer à travers les nuages, projetant de longues bandes de lumière dorée sur les champs humides. Elle a marché en silence pendant un long moment, puis elle a jeté un regard vers moi, ses yeux bleus reflétant le ciel qui s'éclaircissait. Le silence entre nous n'était plus vide. Il était plein de possibilités. Nous rentrions à la maison. Les mois ont passé depuis ce matin gris sur le quai de la gare. 3 saisons. Le givre a blanchi les prairies, puis a fondu pour laisser place au vert tendre du printemps. Je ne lasse plus mes bottes dans une chambre d'hôte qui sent la lavande, mais dans la petite pièce du rez-de-chaussée qui donne sur la cour du domaine. Chaque matin, je la vois déjà dehors, sa silhouette se découpant dans la brume, vérifiant les poulains d'un geste que je connais par cœur. Nous avons remplacé ensemble la vieille clôture du paddock ouest, un travail de plusieurs semaines. Je tenais les poteaux pendant qu'elle les enfonçait à la masse, le rythme de nos efforts devenant une sorte de conversation sans parole. Son père nous observait parfois de loin, adossé au grand chêne. Il ne dit toujours pas grand-chose, mais l'autre jour, en me croisant, il a posé une main lourde sur mon épaule, un simple contact qui a duré une seconde de trop, avant de continuer son chemin. Nos soirées se terminent souvent sur la balancelle de la terrasse, celle qui grince toujours au même endroit. Je nettoie un harnais, l'odeur du cuir et de l'huile se mêlant à l'air frais du soir. Mes mains désormais calleuses sachant exactement quoi faire. Elle ne dit rien. Elle pose juste sa tête en arrière contre le bois usé et ferme les yeux, écoutant les bruits de la nuit qui s'installent sur ces terres. Nos terres. Le mot me semble encore étrange, mais juste. La semaine dernière, j'ai cloué le vieux fer à cheval rouillé au-dessus de la porte principale de l'écurie. Le marteau résonnait dans le silence de l'après-midi. Elle était là, adossée à un box, les bras croisés, et m'a regardé faire. Quand j'ai eu fini, elle s'est approchée, a passé un doigt sur le métal froid et a hoché la tête. Juste un hochement de tête. Le fer est là maintenant, veillant sur les chevaux et sur nous. Un rappel silencieux de la chance qu'on trouve quand on ne la cherche pas. En inspectant la lisière du bois, j'ai retrouvé un de mes anciens piquets de géomètre, le plastique orange à moitié mangé par les herbes. Je l'ai arraché de la terre d'un coup sec. Je me suis souvenu du jeune homme qui l'avait planté, celui qui ne voyait que des lignes et des limites. J'ai balancé le piquet dans le fossé sans un regard en arrière. Mes yeux ne cherchaient au plus à mesurer, mais à voir le vent courir dans les hautes herbes, à deviner la pluie dans les nuages. Hier soir, en partageant une soupe dans la cuisine, pas dans la grande salle à manger, je lui ai souri par-dessus mon bol.
Celui-ci était moins cher, ai-je dit. Elle a d'abord froncé les sourcils, puis elle a compris. Un vrai rire lui a échappé, un son clair qui a réchauffé toute la pièce. Elle m'a donné un petit coup de pied sous la table. Le souvenir de ce premier dîner n'était plus une frontière, mais le début d'une blague entre nous. Il y a eu des nuits difficiles, comme celle où la pouliche de Belle a eu la fièvre. Nous avons veillé à tour de rôle dans la paille, nous passant des tasses de café froid sans un mot, nos épaules se frôlant dans la petite lumière de la lanterne. Au petit matin, quand la fièvre est tombée, nous nous sommes adossés au mur de la grange, épuisés, regardant le soleil se lever. Sa main a trouvé la mienne dans la pénombre et l'a serrée. L'automne est arrivé, peignant les collines en ocre et en rouille. Debout sur la terrasse, je la regarde observer l'horizon. Elle n'est plus prisonnière de ce paysage. Elle en fait partie comme les arbres, comme les chevaux. Je pose ma main dans le creux de son dos, un geste devenu aussi naturel que de respirer. Chaque lever de soleil n'est plus une fin, mais la promesse d'une nouvelle journée à bâtir, ici, sur cette terre.